Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler hernie discale et notamment résorption des hernies discales. Bien évidemment, on va pas parler que du fait en fait que les hernies elles se résorbent parce que ça je pense que vous le savez, c'est pas nouveau comme données. Par contre on va parler un petit peu du lien entre IRM et douleur et on va parler des mécanismes de la résorption et on va voir en fait quels sont les facteurs plutôt de la bonne résorption d'une hernie discale. Ok. Alors, juste avant, petite pub pour mon Instagram, juste ici. Donc Mika-Clément. Et alors là, il y a des notions que j'ai abordées dans cette vidéo. Alors elle est longue, 51 minutes. Il y a beaucoup de données importantes, mais il y a des choses dans cette vidéo sur lesquelles je reviendrai pas. Ok. Donc celle-là, elle est vraiment importante. Regardez-la même en plusieurs petits bouts ou regardez-la plusieurs fois, mais il y a vraiment pas mal de données. On va très loin dans la biologie, la physiologie du disque. Donc c'est le disque dégénératif. Qu'est-ce qui se passe quand le disque dégénère? Ok, rien ne va plus et du coup, je vous explique pourquoi et comment ça se passe. Ok. Donc là, on va attaquer. Alors, avant, on va faire des petites révisions, il y a des petites choses qu'il faut savoir, parce qu'en fait, on va utiliser des termes, et il faut qu'on ait les mêmes termes, ok? Donc là, je vous ai mis l'image d'un disque lombaire normal, sain, tout va bien, il est nickel, ok? Là, on va parler de bombement discal ici. Alors le bombement discal, c'est pas une hernie discale, ok? Voilà. Donc en vert ici, c'est ce qui a marqué là, donc ça c'est un disque normal, en fait, on n'a pas de matériel discal qui s'étend au-delà de ce qu'on appelle la périphérie de l'espace discal, qui est représentée ici par la ligne discontinue, ok? Donc cette ligne-là. Juste après, je vous dirai ce que c'est l'espace discal, on verra ça dans la hernie. Bombement discal symétrique, donc c'est celui-là, et en fait c'est quand le tissu annulaire il dépasse les bords des apophyses vertébrales de moins de 3 mm, de manière symétrique, en gros sur toute la circonférence du disque, ok? Donc ça dépasse de l'espace qui est ici représenté par la ligne discontinue. Et on a le bombement discal asymétrique, donc là il faut que le tissu annulaire il dépasse les bords de l'apophyse vertébrale de manière asymétrique sur plus de 25% la circonférence du disque. Mais ça on s'en fiche, le bombement discal de toute manière on n'en parlera pas, comme je vous dis c'est pas une hernie donc on va mettre ça de côté. Et donc là, on va parler hernie discale. Donc, la hernie discale, elle se définit de manière générale comme un déplacement, alors local ou focal, de matériel discal au-delà des limites de l'espace discal intervertébral. Ok. L'espace discal, il est défini crânialement et caudalement par les plateaux terminaux du corps vertébral et en périphérie par les bords extérieurs des apophyses de l'anneau vertébral. Ok. C'est tout. Le matériel discal, il peut être composé, en fait, ça peut être du noyau, ça peut être du cartilage, ça peut être de l'os apophysaire, ça peut être du tissu annulaire, ça peut être un petit peu de tout mélangé, voilà. C'est pas forcément que des bouts de noyau, ok? Il peut y avoir de l'anneau, du cartilage, de l'os, il peut y avoir tout un tas de choses, ok? Quand on parle de matériel discal. Et la composition, euh, en gros, de la hernie, en fonction du matériel discal qu'on va avoir dedans, ça va avoir un impact sur la résorption après. On va voir qu'en fonction du tissu qui compose la hernie, on aura plus de résorption, ou peut-être on aura moins de résorption. Donc là, on a les différents types de hernie discale. Je vais vous les donner avec des définitions, on va faire simple. Mais en fait, c'est juste pour connaître un petit peu quand j'ai utilisé certains termes, savoir de quoi on parle. Ok. Donc la protrusion, c'est que le matériel discal, il est déplacé, le matériel discal déplacé, il s'étend sur moins de 25% de l'espace discal, ok, moins de 25%. Extrusion, c'est quand la plus grande mesure du matériel discal déplacé, elle est plus grande que la base du matériel discal déplacé dans l'espace discal d'origine, ok. Donc en gros, ça c'est la plus grande mesure ici par rapport à la base qui est là. Et la séquestration, c'est un disque séquestré, donc c'est un disque qui est extrudé, donc c'est après ce grade-là, en gros, c'est un disque qui est extrudé, dans lequel le matériel discal qui a été déplacé, en fait, il a plus de contact avec le disque d'origine. Ok, il est séparé, on le voit là, il est vraiment séparé. Donc ça, c'est la séquestration. Ok. Là, il y a deux choses à retenir. En gros, c'est pas parce que vous avez une protrusion
qu'ensuite vous aurez une extrusion, qu'ensuite vous aurez une séquestration, ok? Vous pouvez vous arrêter ici, ça va pas forcément ici. Par contre, pour aller là, bah il faut être passé par là, ok? Donc on avance, comme ça, on peut pas passer d'un disque sain à un disque séquestré d'un coup, donc on avance, mais on peut, enfin il faut avancer pour arriver ici, donc passer étape par étape. Par contre, on peut s'arrêter à un moment donné. Donc c'est pas parce que vous avez une protrusion que vous allez avoir ensuite une extrusion, puis une séquestration. Pareil, peut-être que vous allez vous arrêter juste à l'extrusion, ok? C'est pas, ça va pas forcément s'empirer. Ça c'est important de le savoir, même les patients, en général, ils le demandent ça. Enfin, j'ai déjà eu des patients qui me demandaient en disant ça va s'empirer ou quoi? Pas forcément, pas forcément. Donc comme ça, on a les étapes, protrusion, extrusion, séquestration. Voilà, comme ça on sait de quoi on parle. Alors là, ouais, là j'ai rajouté d'autres choses, mais c'est pour la culture générale, hein. Là on a la hernie intravertébrale, donc c'est ce qu'on appelle les nodules de Schmorl, ok? Et pas, ce que j'ai vu il y a pas longtemps dans une discussion, les nodules de Schroll, ok? Je dirais pas de nom, parce que c'était une conversation que j'ai eue en privé, mais c'est quelqu'un qui m'a rapporté une discussion qu'il avait eue avec une autre personne, qui est très connue, et qui parle beaucoup de problèmes de dos, et qui avait dit dans la discussion nodule de Schroll. Donc on s'en fout, hein, mais c'est juste la petite pique, voilà, la petite pique. Donc là, c'est quand le matériel discal il est déplacé au-delà de l'espace discal, à travers le plateau vertébral, enfin directement dans le corps vertébral de la vertèbre. Et là, en fait, on a des fissures dans le disque, ok, et je vous ai montré, c'est différents types de fissures. On a la fissure radiale, c'est souvent celle-là que je prends en exemple dans mes vidéos, la fissure radiale, mais là, on a la fissure concentrique, et là, la transversale, ok. La transversale, en gros, c'est comme la fissure radiale, mais elle est à l'horizontale, en gros. Et la concentrique, elle va plutôt suivre voilà, elle va être courbée et dans l'épaisseur de l'anneau ici. Enfin, l'épaisseur, c'est plutôt ça, enfin, plutôt dans le sens de l'anneau, quoi. Maintenant, on va faire le lien entre les hernies et la douleur, ok? Donc là, ce que je vais vous montrer, vous la connaissez, celle-là, vous l'avez vue sur les réseaux, même moi, je la partage régulièrement. Donc vous savez, en fait, que, en gros, dans la population qui n'a pas mal au dos, on retrouve de la dégénérescence au niveau du dos, ok? Que ce soit au niveau du disque, donc tout ce qui est en rapport avec le disque, c'est ce que je vous ai entouré ici, et même l'arthrose et les spondylolisthésis. Et donc les résultats de l'imagerie de dégénérescence de la colonne vertébrale sont présents dans de fortes proportions chez les individus asymptomatiques, et ça augmente avec l'âge, hein, vous le voyez clairement. Vous prenez n'importe quoi, plus on avance en âge, plus il y en a, ok? Et en fait, de nombreuses caractéristiques dégénératives observées à l'imagerie font probablement partie plus du vieillissement normal et sont pas associées à de la douleur, ok? Et donc toujours interpréter les résultats de l'imagerie dans le contexte de l'état clinique du patient, ok? Examen clinique. Après, nous, moi je suis kiné, donc en général, ils ont des fois ils ont déjà fait les examens avant, mais normalement, si vous avez besoin de soins, vous allez voir le médecin, c'est examen clinique, puis IRM, c'est un examen complémentaire. Il faut que ce soit justifié d'en faire un, on n'en fait pas un chez tout le monde, ça ne sert à rien. Et même, ça irait contre les recommandations de faire une IRM chez tout le monde. Donc, hernie discale et IRM. Donc en fait, on a cette méta-analyse là. Alors en fait, c'est le même auteur que celui qui a fait cette revue systématique là. Elle est sortie la même année, je crois, 2015. Celle-là, vous entendez souvent parler, celle-là, on entend un peu moins parler. Mais en gros, ça montre qu'on a des signes comme le bombement discal, la dégénérescence discale, l'extrusion, la protrusion discale, les modifications de type modique 1 et la spondylolyse, qui sont, dès qu'on observe ces choses à l'imagerie, notamment à l'IRM, et ben en fait, on peut dire que c'est associé de manière significative à la lombalgie chez les patients adultes âgés de 50 ans ou moins. Donc déjà, c'est que chez les personnes de 50 ans ou moins, mais il faut faire attention, c'est une association, et donc, entre ces résultats qui sont dégénératifs et la douleur, et en fait ça ne doit pas être interprété comme une causalité, ok? Mais on peut dire que si on retrouve ça chez des personnes qui ont moins de 50 ans, peut-être qu'ils ont plus de risques d'avoir des douleurs, ok?
mais pas de lien de causalité direct. Les résultats non directement liés au disque, bon, c'est plus le sujet de la vidéo, mais je vous le dis quand même, tels que le spondyolisthésis et la sténose du canal central, n'ont montré aucune association avec la lombalgie dans cette étude-là. Ok? Ici, on nous dit en fait que les résultats d'IRM montrant une dégénérescence lombaire ont une association faible ou nulle avec le fait d'avoir une lombalgie. Donc on peut recocher encore la case de dégénérescence et douleur, bah ça n'a pas forcément de lien. On continue, alors dans ces deux études, ce qu'on retrouve, c'est que les résultats de l'IRM, en fait, ils peuvent pas prédire le fait que vous allez avoir une lombalgie plus tard. Ok? Donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Et dans celle-là, ce qu'on nous dit, c'est que la progression de la dégénérescence discale, en fait, parce qu'ils ont été suivis sur 10 ans, en fait, la progression de la dégénérescence discale au fur et à mesure du temps, en fait, elle n'a pas été liée avec la progression des douleurs. Ok? Donc c'est pas parce que la hernie, elle augmente en volume, par exemple, que les douleurs, elles vont augmenter proportionnellement. C'est deux choses qui sont séparées. Ok? Et là, on a... je crois que c'est la dernière, après on passe à autre chose. Non, il y en a encore après. Dans cette étude-là, donc les résultats d'IRM correspondant à un classement de Firman supérieur ou égal à 3, donc je vous rappelle les grades ici, il y en a 5. En gros, 1, tout va bien, 5, rien ne va plus dans le disque. À partir de 3 et plus, en fait, en particulier au niveau du disque lombaire, des disques lombaires inférieurs, on a le bombement du disque et les zones de haute intensité, et ben ça c'était associé au fait d'avoir déjà eu une lombalgie. Ok? Le spondyolisthésis, pas associé à une lombalgie antérieure. Et voilà, donc en gros ces résultats peuvent être l'un des signes prédictifs d'une lombalgie sévère récurrente d'après cette étude. Ok? Donc si on retrouve chez quelqu'un des signes de dégénérescence du disque supérieur ou égal à 3 dans la classification de Pierman, bah en gros, on peut se dire que c'est une personne qui a peut-être déjà eu mal au dos. Voilà. Ensuite, on a cette étude-là, et elle nous dit que les changements modiques de type 1, que la dégénérescence discale, les défauts de plaque terminale, la hernie discale, la sténose du canal rachidien, la compression nerveuse et l'infiltration de graisse musculaire sont liés à la douleur perçue. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a vu, avant. Sauf pour ici, par exemple, modique de type 1, bon bah ça revient souvent. S'il est inflammatoire, celui-là, ça peut sembler logique que l'inflammation, ça déclenche de la douleur, hein, ça stimule les nocicepteurs. Sténose, alors que la sténose, c'était... J'ai dit tout à l'heure, voilà, là. Ici, la sténose centrale, c'était pas d'association avec la lombalgie. Mais là, on voit voilà, qu'il y a des petites choses quand même qui peuvent parfois expliquer de la douleur. Ok? C'est juste qu'il faut comprendre que c'est. Voilà, on a. Là, c'est lié à la douleur. C'est pas forcément. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est pas systématique. Ok? C'est ni tout noir, ni tout blanc. C'est pas parce qu'il y a un disque qui est éclaté qu'il y a de la douleur. C'est pas parce qu'il est sain qu'il n'y a pas de douleur. Et voilà, un disque éclaté, ça peut faire mal. Un problème, enfin, un changement modique de type 1, ça peut faire mal, voilà, mais c'est toujours en fait le ça peut. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de dire qu'en gros, par exemple, voilà, on a du mal à prédire le futur, ok? Parce que si on prédit le futur, bon, ça serait intéressant pour pouvoir soigner avant, mais ça peut aussi avoir un petit truc côté on peut avoir un côté un peu fataliste par rapport à ça. Ah ouais, bon bah vous allez avoir vous aurez mal toute votre vie là vu ce que vous avez là, vous avez pas mal hein, mais plus tard vous allez avoir mal. OK? Alors si c'est pour faire une meilleure prise en charge, c'est bien. Si c'est pour faire paniquer les patients, c'est moyen de savoir ça. Et donc les résultats de cette étude peuvent être utilisés pour améliorer la prise de décision clinique pour les patients souffrant de lombalgie sur la base des images IRM. Ok, donc toujours améliorer la prise en charge, pas faire peur. De toute manière, le mal de dos, en général, ça passe. Bon, ça on le sait, faut être rassurant. Ok. Ensuite, ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, en gros, souvent je partage des choses comme ça. Le but, c'est d'être. C'est pas de dire que rien ne fait mal, hein. C'est pas ça. C'est juste que, vu qu'on a des discours très, 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 très mécanistes, notamment moi j'aime bien la musculation, donc c'est ce qu'on retrouve souvent dans le domaine de la musculation.
discours très mécaniste avec ça c'est abîmé donc tu vas avoir mal, donc j'aime bien partager l'inverse, ok? Mais je me mets pas en opposition avec ça. Le but c'est pas de prouver l'inverse de ça, c'est d'avoir juste de montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible et toujours avoir de la nuance, ok? Et de la nuance parce que de toute manière, sinon je vous aurais pas cité cette étude-là qui remet un petit peu en question les autres finalement. Parce que là, il y a des choses vraiment qui montrent de la douleur et qu'il n'y avait pas sur d'autres études. Après, des fois, on me dit aussi, oui, mais en fait, on m'explique que je comprends pas certaines choses, ça m'arrive souvent, on m'explique beaucoup de choses. On me dit, oui, mais en fait, c'est pas parce que il y a des défauts à l'imagerie qu'il y a forcément de la douleur. En fait, il faut qu'il y ait de la compression nerveuse. S'il n'y a pas de compression nerveuse, on me dit, il peut pas y avoir de douleur. Alors, je sais pas d'où vous sortez ça, et je sais pas d'où vous sortez ça, ça sort de nulle part, ok? Ça sort vraiment de nulle part. Un disque ça peut faire mal, ok. Là, ok, ça parle de compression nerveuse, mais modique de type 1, il n'y a pas forcément de compression nerveuse. La dégénérescence discale, il n'y a pas forcément de compression nerveuse. Tout ça, il n'y a pas forcément de compression nerveuse, hein. Donc, une fissure radiale ici dans le disque, ça peut faire mal. S'il y a ça stimule, s'il y a des nocicepteurs qui commencent à arriver dans le disque, il y a des nocicepteurs qui peuvent arriver dans le disque à partir du moment où ils dégénèrent, et que vous avez de l'inflammation, et que l'inflammation, elle touche le nerf, il n'y a pas de compression, mais il peut y avoir des problèmes de nerfs. Si ça touche pas le nerf, ça peut faire de la douleur nociceptive du disque, tout simplement, ok? Donc il n'y a pas besoin que ça compresse quoi que ce soit pour que ça fasse mal au niveau du tissu nerveux. En plus de ça, en fait, ce qu'on sait, c'est que dans les cas où on a une hernie discale qui vient compresser une racine nerveuse, et ben ça, chez 70% des patients, c'est indolore. Ok? Donc on peut avoir une compression directe des structures nerveuses sans douleur. Ouais, chez 70% des patients, pas de douleur. Et on a des études d'imagerie qui montrent qu'on a des signes de compression des racines des nerfs rachidiens chez 4 à 17% des adultes sans antécédent de douleur. Ok? Donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent. Enfin, souvent. Quelque chose qu'on peut retrouver, on va dire, qu'on peut retrouver chez des personnes qui n'ont pas mal. Ok? Voilà. Pas souvent, 4 à 17%, on va pas dire que c'est souvent, mais on retrouve ça chez des personnes qui n'ont absolument aucune douleur. Donc, on peut avoir de la douleur avec de la compression, mais on peut avoir de la douleur sans compression, et on peut avoir une compression où il n'y a pas de douleur. Et bien évidemment, la compression peut engendrer de la douleur, ça aussi c'est possible, hein. Ok? Donc on va passer à la partie suivante. On poursuit. Donc là, la résorption des hernies discales, donc, mais ça vous le savez, bon, je l'ai déjà partagé, mais il n'y a pas que moi, sur les réseaux, pareil, ça, on voit un peu partout, ok? Donc d'après cette étude-là, l'incidence globale de la résorption spontanée après une hernie discale lombaire, elle est de 66,66%, ok, donc c'est dans 2 tiers des cas. D'après cette étude, c'est 63%, enfin voilà, en gros, on est dans ces eaux-là, quoi. Si on va un tout petit peu plus loin, on a même des stats par rapport au type de hernie. Donc vous vous rappelez, protrusion, extrusion, séquestration, ok? Donc pour la protrusion, le taux de régression spontanée, il est de 41%. Pour l'extrusion, il est de 70%. Et dans 15% des cas, on a une résorption qui va être complète. La séquestration discale, c'est de 96% le taux de régression spontanée, et dans 43% des cas, elle va être complète. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le taux de régression spontanée, en fait, plus la hernie elle est importante, plus il est grand, et que plus en fait, et même plus on a de chances en fait d'avoir une résorption qui va être complète. Ok? Mais ça, normalement, vous le saviez. Ok? Là, ça doit déjà faire un quart d'heure que je parle, quelque chose comme ça. J'ai pas fait mon estimation du temps de vidéo. On a fait la moitié. Bon, encore un quart d'heure, on va se dire. Encore un quart d'heure. Ah, quoique c'est peut-être un peu plus. On va dire encore 20 minutes, on va dire. Donc ça, c'est bon, c'est maîtrisé, ok. Bien évidemment, pour ceux qui veulent le PDF, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous souscrivez à l'abonnement payant, vous venez me voir sur Instagram, et je vous ajoute au groupe WhatsApp, sur lequel on peut discuter, et puis vous avez les PDF. Alors pour les premiers qui se sont inscrits, dès qu'ils arrivaient,
je leur redonnais tous les PDF depuis le début. Maintenant, quand vous arrivez, bon bah je vous donne les PDF à partir du moment où je commence à les publier. Mais de temps en temps, je remets des anciens aussi. Donc voilà, je suis pas un rat. On avance. Ah, voilà, là on va attaquer les mécanismes de la résorption. Et c'est là qui c'est intéressant d'avoir vu la vidéo précédente, celle-là, ok? Donc le premier mécanisme, ça va être l'inflammation et la néovascularisation. On va mettre les deux dans le même sac, ok? Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que le disque intervertébral, c'est une structure avasculaire, donc ça vous le savez aussi, c'est un site en fait qu'on appelle immunoprivilégié. Ça veut dire en fait ce qu'on appelle, alors je crois en français c'est le privilège immunitaire. En gros, c'est le fait que les cellules et les molécules, donc les cellules immunitaires et les molécules inflammatoires, en fait, les cytokines notamment, en fait, elles peuvent pas rentrer dans le disque. Ok? Parce qu'il y a des choses qui font que ça empêche. On a par exemple le ligand FAS, en fait ça inhibe l'infiltration des cellules immunitaires et des cytokines. Donc en fait c'est un endroit où le système immunitaire ne peut pas aller. Ok? Il ne peut pas accéder à cette zone-là. Et selon cette théorie, alors il y a plusieurs endroits dans le corps où c'est comme ça, mais notamment le disque. Selon cette théorie, une fois que la hernie se produit, en fait, le matériel extrudé, il va être reconnu par le système immunitaire, et on va avoir un processus inflammatoire qui va commencer, et qui va donc permettre la dégradation du matériel extrudé. Ok? Le macrophage, c'est vraiment la cellule immunitaire clé qui va être impliquée dans ce processus, parce qu'en fait, il va venir phagocyter les débris, en gros, il va venir manger les bouts de hernie, tout simplement. Ok? En fait, à la suite de la hernie, on a une inflammation. Cette inflammation, en fait, elle va attirer les macrophages parce qu'il va y avoir la production de certaines protéines. Donc c'est MCP1. Et en fait, cette protéine, elle va attirer les monocytes qui sont dans le sang pour qu'ils arrivent au niveau du disque et ils se transforment ensuite en macrophages. Je vous ai mis un truc ici. Hop, le monocyte est dans le sang. Ensuite, il arrive au niveau du disque et il se transforme. Alors, soit il se transforme en macrophage M1, soit M2. Alors, il y a d'autres sous-groupes de macrophages, mais en gros, on a le M1 et le M2. Ok? Lui, il est plutôt inflammatoire, il va augmenter la réponse inflammatoire. Lui, il est plutôt anti-inflammatoire. Ok? Et donc, en gros, la protéine MCP1, elle va les attirer et elle va les inciter à se spécialiser en macrophages. Et en fait, cette réaction-là, ça va déclencher une plus grande libération de cette protéine qui attire les monocytes, et en fait, ça va amplifier la réponse inflammatoire. Et pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, en fait, quand le disque il commence à dégénérer, ce qu'il faut savoir, si je dois faire le résumé de 51 minutes de vidéo en 2 minutes, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le disque il commence à dégénérer, tout va changer. Alors quand je dis tout, ça va être par exemple, on va avoir le pH qui va se modifier, la pression hydrostatique qui va se modifier, la pression osmotique qui va se modifier, on va avoir la matrice qui va changer, on va avoir des vaisseaux qui vont arriver, l'inflammation qui va arriver. Et en fait, tout ça, ça va augmenter l'inflammation. Donc on va avoir une inflammation, mais le fait que la pression hydrostatique elle change, ça va augmenter l'inflammation. Le fait que le pH diminue, ça va augmenter l'inflammation. Le fait que les macrophages ils arrivent, ça va augmenter l'inflammation. Et en fait, on a une espèce de cercle vicieux en fait, qui va tout porter vers l'inflammation et le remodelage du disque. Voilà, c'est vraiment ça en 2 minutes, les 51 minutes de vidéo précédentes. Ok? Mais allez voir la vidéo quand même, c'est un peu plus intéressant. Et donc un des facteurs de résorption du disque, c'est les MMP, donc ça, on en parle souvent dans les vidéos dès qu'on parle du tissu conjonctif. En fait, c'est des enzymes qui vont dégrader et remodeler la matrice extracellulaire. Ok? Et en fait, on a plus de macrophages aussi, ce qu'on retrouve plus de macrophages dans les disques avec des hernies que dans les disques sains. Voilà. Ok? Et ces macrophages, en fait, ils produisent plus de MMP dans les hernies. Voilà. Donc plus de macrophages, plus de MMP, donc plus de remodelage, plus d'inflammation. Voilà. Et donc plus la protrusion, enfin plus la hernie elle est importante, plus la réaction inflammatoire elle va être intense. Ok? Donc ça c'était le premier mécanisme de la résorption. Ok? On va passer au suivant.
Ah non, bah non, pas du tout, on va continuer sur ça, pardon. Ouais, parce que du coup, on n'a pas parlé de la vascularisation, là, on a parlé que de l'inflammation. Donc, l'inflammation et la néovascularisation, en fait, ça va ensemble, hein, ok? L'inflammation amène de la néovascularisation, et la néovascularisation augmente l'inflammation. Donc, les deux se combinent, ok? Donc, l'inflammation et la néovascularisation jouent un rôle majeur dans la résorption du disque, ok? Moins d'inflammation, moins de vascularisation, peut-être que moins de probabilité d'avoir un disque qui va se résorber, ça on le verra juste après. On a plusieurs études qui ont indiqué que l'angiogénèse pourrait être un facteur déterminant de la résorption du disque, car elle est souvent identifiée à la périphérie d'une hernie discale. Okay, et en fait, on a des facteurs de croissance, le VEGF, mais il y en a d'autres, voilà, qui vont augmenter cette prolifération en fait, des vaisseaux sanguins. Ok, dans le tissu qui peut être libéré après la hernie, facilitant ainsi la cascade nécessaire à la néovascularisation. Comme je l'ai dit, l'inflammation augmente la vascularisation augmente l'inflammation, donc les deux se portent vers le haut. Il a été rapporté que la fréquence et le degré de néovascularisation étaient significativement plus élevés dans les disques rompus qui avaient perforé le ligament longitudinal postérieur que ceux qui ne l'avaient pas fait. Ce qui explique en partie que le processus de résorption soit susceptible d'être observé dans les disques rompus. En fait, le ligament longitudinal postérieur, il est là. Et en fait, si le disque, il traverse ce ligament, et ben en fait, on aura plus de vascularisation. Ok ? Et peut-être plus d'inflammation. Donc les niveaux élevés de vascularisation ont été associés à une résorption spontanée. Donc il faut que cette vascularisation elle arrive pour qu'il y ait une résorption. De toute manière, comme on a vu, les monocytes ils sont dans le sang. Hein. Donc si il y a pas, si les vaisseaux sanguins ne vont pas jusqu'au disque, ils vont avoir du mal à arriver. Ok. Donc il faut que cette vascularisation elle amène les vaisseaux sanguins. Elle amène les monocytes, pardon. Je voulais juste regarder un truc. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, alors attendez, non, voilà, oui, c'est ça. Là, c'est pour vous montrer pareil. Là, on a quoi? Là, on a un disque qui est sain, et là, on a un disque qui est dégénératif, ok? Donc, normalement, si vous avez vu la vidéo précédente, il y a des choses que vous devez voir, ok? Ah, il y a des macrophages, ici, il n'y a pas de macrophages. Ah, tiens, là, le disque, il est haut, là, oh, il est tout petit. Oh, là, il y a plein de cellules, là, oh, il y a moins de cellules, ok? Et normalement, c'est pas les mêmes. Okay, il y a plus de cellules de la notocorde ici, et là c'est plus des chondrocytes, là, avec comme des cellules qui ressemblent à des chondrocytes. Ah, il y a aussi des nerfs qui arrivent. Bon, là c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, mais en gros on a tout ça, voilà, les cellules immunitaires qui arrivent, et tout ça, ok. Là on va pouvoir passer, et bah toujours pas à la suite, oui c'est vrai que, je crois qu'il y a encore 2 diapos sur les macrophages, ouais, faut... Donc on s'accroche encore un petit peu, on va parler des macrophages encore. Avant de parler des macrophages, on va se regarder ce schéma-là. Donc les macrophages, ils viennent de différents endroits, je vais pas refaire tout le truc. Là, ça vient du foie, et ça vient de la moelle osseuse. Ok, en gros, on se retrouve avec un macrophage ici, M0, et ensuite, après, il évolue soit dans un sens, soit dans l'autre. Ok, c'est un Pokémon, mais il peut choisir son camp. Soit inflammatoire, soit anti-inflammatoire, pour faire très simple. Ok, donc les macrophages, ils jouent un rôle clé. Ok, on a vu, ils vont augmenter... notamment l'expression des MMP, ok, qui vont permettre de remodeler la matrice et tout ça. Les macrophages infiltrés, ils expriment des récepteurs, c'est des 36, on s'en fiche, mais en fait c'est toujours pareil, ça va renforcer le rôle phagocytaire potentiel des macrophages dans le processus de résorption. Donc en fait, ils expriment un récepteur, et ça va augmenter leur potentiel de, de grignotage du disque. On a d'abord des macrophages de type M1, et ensuite, ils vont se transformer en macrophages. On aura plus de. Enfin, ils vont se transformer, non. On a d'abord plus de macrophages de type M1, et ensuite, on aura plus de macrophages de type M2. Ok? Et là, j'ai mis d'autres petites informations. Donc, en présence de macrophages, le MMP3, en fait, lui, il est produit par les chondrocytes, il contribue à la libération de chymokines, conduisant à une migration supplémentaire des macrophages. Ok? Donc, les macrophages, il renforce l'expression des MMP3, ok. Et le MMP3 contribue à la libération de chymokines, conduisant à une migration supplémentaire des macrophages. Vous voyez, c'est toujours ce cycle-là, en fait, qui s'alimente, en fait, une boucle de rétroaction positive, où à chaque fois, les deux, ils s'emmènent vers le haut. Okay, il n'y a pas un qui inhibe l'autre, en fait, les deux, ils se poussent vers le haut, ok. Ensuite, les cytokines sécrétées tôt par les macrophages M1, ils peuvent initier
l'angiogénèse, tandis que les macrophages M2 favorisent la prolifération des cellules endothéliales et stabilisent la croissance des vaisseaux sanguins. Donc ils ont deux rôles différents. Et en fait, si on a une polarisation excessive des macrophages de type M2, ça peut conduire à une réponse inflammatoire qui va être insuffisante et à une élimination incomplète des débris cellulaires. Ok. Donc là, on a des... ce qui rentre en compte aussi pour soigner. Soigner. C'est pas forcément une pathologie, la hernie discale, du coup. Mais ce qui va aider à la résorption, on peut avoir tout ça. Déshydratation, on verra après. Voilà, là, c'est la réponse immunitaire, voilà, pour diminuer la taille de la hernie. Après, vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait des M1, des M2 et tout ça. Là, effectivement, ça pour nous, là, c'est de la culture générale. Ok, il faut juste savoir que les M1, ils sont pro-inflammatoires, qui vont permettre l'arrivée de ces vaisseaux sanguins. Et les M2, ils sont plutôt anti-inflammatoires. Et ils arrivent après pour stabiliser en fait la croissance des vaisseaux sanguins. Mais en fait, ça permet de faire des thérapies. Ok, les personnes, ceux qui cherchent des médicaments pour traiter ces problèmes-là, eux, ils se disent, bon bah voilà, par exemple, s'ils transforment, c'est dans une étude, bah, si en fait en gros vous transformez trop les macrophages en M2, il y aura moins d'inflammation, et du coup en fait il y aura moins de résorption. Et après, alors là c'est moi qui parle, c'est pour donner un exemple, j'ai pas lu les études sur les macrophages M1, M2, c'est des trucs à chaque fois c'est ultra complexe. Euh, c'est même pas sûr que ça m'intéresse pas vraiment en plus. Mais en gros, admettons, je vous pose un truc pour juste vous montrer à quel point ça pourrait être intéressant, on va dire. Admettons, on se retrouve chez quelqu'un qui a plein de macrophages, enfin qui a beaucoup de douleurs, une inflammation énorme. Peut-être que ça vaut le coup de transformer ces macrophages en M2 qui vont être anti-inflammatoires. Si quelqu'un, sa résorption elle se fait pas et que c'est problématique, peut-être que l'opération elle est pas, c'est pas utile et tout ça, bah peut-être mettre du M1 pour que ça aide à résorber, pour augmenter un peu l'inflammation et que ça aide à résorber. Par exemple, là je vois ça comme ça se trouve, c'est complètement débile ce que je raconte. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, en gros, eux, ça les intéresse de savoir ça, les chercheurs, parce qu'en fait, ils peuvent après utiliser des médicaments, des choses pour faire ça. Hein, eux, ils peuvent traiter, il y a plein de molécules qui rentrent en jeu, et eux, ils testent après, ah, si on met de ça, est-ce que ça fait ça, ou si on met de ça, ah, qu'est-ce que ça fait, et voilà. C'est important. Et donc en gros, le contact, on revient sur notre sujet, le contact entre les macrophages et le disque intervertébral, ça peut déclencher une cascade entre macrophages et chondrocytes, ce qu'on a vu, un macrophage qui augmente la production de certaines choses, chondrocytes qui augmentent l'activité des macrophages, et tout ça, ça se porte vers le haut. Les cellules immunitaires, elles interagissent avec les cellules du disque intervertébral pour sécréter diverses cytokines, notamment le TNF-alpha, l'interleukine 1, les MMP, le BFGF, voilà, tout ça, ça déclenche le processus de résorption de la hernie. Ok, là vous avez un schéma ici avec le TNF-alpha, ça c'est pour faire grossir les vaisseaux. Là on voit, hop, ici avec, là c'est les MMP3, l'inflammation, la dégradation, voilà. On a tout ça. Le TNF-alpha, c'est un puissant inducteur des MMP et du VEGF, bon, c'est exactement ce qu'on voit ici, hein, là, qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant, qui est associé à la néovascularisation des hernies discales et qui intervient dans la réponse inflammatoire. Ok. VEGF, B, FGF, ils jouent un rôle positif dans la néovascularisation. Ok. Donc deuxième mécanisme, la déshydratation du disque. Ça va être un peu plus rapide que la néovascularisation, les macrophages, tout ça. Donc en fait, la perte graduelle d'eau dans le disque, ça peut entraîner le rétrécissement de la partie herniée dans l'anneau fibreux. Ok. Ce qu'on sait, c'est que le nucleus pulposus, il est composé entre 70 et 90% d'eau, et le disque, il est hyper perméable. Ok. L'eau rentre facilement dans le disque. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez vu les deux vidéos précédentes. Celle sur la pathologie et celle sur le disque qui va bien. De sorte que la protrusion discale absorbera de l'eau et se dilatera après contact avec le liquide rachidien épidural, ce qui entraînera un élargissement et un bombement supplémentaire. Ok. Donc en gros, quand elle va être en contact de liquide, l'hernie, elle va gonfler. Ok. Les protéoglycanes de la protrusion du noyau gélatineux, après un moment donné, bah, ils vont dégénérer, ça va entraîner la déshydratation du tissu gélatineux, et les fragments de la protrusion du disque intervertébral, en fait, ils vont rétrécir, parce qu'en fait, en gros, juste, bah, il va perdre de l'eau, quoi, hein. C'est comme quand vous cuisez votre steak, au début, il est comme ça, l'eau part, et il rétrécit, bah, c'est exactement la même chose avec la hernie, ok. Et ça, c'est des hypothèses qu'ils ont pu faire, enfin, c'est même plus une hypothèse, c'est une théorie, on va dire, scientifique, par rapport à ce qu'ils ont pu observer à l'IRM, ok.
Et on a la traction mécanique. Alors, c'est le dernier, il y a 3 mécanismes, en gros là on arrive au dernier. Donc en fait, après la rupture du nucleus pulposus, les ligaments, donc il y en a plusieurs, ils peuvent exercer une force sur le fragment hernier pour diminuer la taille de la hernie. Ok. Une des hypothèses, c'est que la rétraction des fragments de disque se produit en raison de la pression exercée par le ligament longitudinal postérieur notamment. Donc si, admettons, le noyau il pousse ici et que le ligament il tend, ça repousserait le disque vers l'avant. Cependant, cette explication elle est valable dans les situations où l'annulus fibrosus il est intact et où les fragments de disque ne sont pas extrudés ou ne migrent pas. Okay, donc ce serait sur plutôt les protrusions. Okay. Là, pareil, je vais parler, donc du coup je mets entre parenthèses toujours, hein, quand c'est moi qui parle et que je dis... Parce que du coup après c'est peut-être mes délires à moi, hein, donc ça vous prenez ou vous prenez pas, ok. Si on a le noyau du disque ici qui pousse, donc vers l'arrière, et que en fait la tension du ligament longitudinal postérieur, elle tend et ça rentre, ça ramène le noyau en place, entre guillemets. Enfin, ça réduit la taille de la hernie. Comment on fait pour tendre le ligament longitudinal postérieur plus pour diminuer la protrusion? Est-ce que ce serait pas de la flexion lombaire par hasard pour tendre la partie postérieure ici? Je dis ça, je dis rien, ok? Mais pareil, en fait, j'en ai aucune idée, hein, j'en sais rien du tout. Là, je vous balance une info, là, ça sort vraiment de mon chapeau, là, hein, ok? Donc, on a fini avec les mécanismes. Et maintenant, en fait, on va voir la recette magique pour avoir une bonne résorption. Donc je vais vous donner certains paramètres, avec les limites de certains. Après, est-ce qu'on peut jouer dessus d'un point de vue clinique? Malheureusement, pour le moment, je ne pense pas. Mais c'est intéressant à savoir quand même, parce que ça permet de comprendre pas mal de choses à propos des hernies. Donc, la recette pour une bonne résorption, donc déjà, là, il y a la taille de la hernie. Ok, mais ça, vous l'avez compris dès le début, dès la diapo sur les résorptions spontanées, tout ça, vous le saviez. Ok. La résorption, c'est une procédure naturelle, donc ça on l'a vu, et plus la hernie elle est importante, plus la possibilité et le degré de résorption sont élevés. Donc là, il y a 2 choses à retenir. Je marque un temps de pause et je vais répéter. Là, il y a 2 choses à retenir. Ça, normalement, vous retiendrez mieux. C'est que ça augmente le fait qu'elle soit grosse la hernie, ça augmente la possibilité que ça se résorbe, et ça augmente son degré de résorption. C'est les deux, ok? Parce que, voilà, c'est... Est-ce que ça va se résorber? Il y a plus de chances. Et à quel point elle va se résorber? Bah, peut-être plus si elle est grosse que si elle est petite. Voilà, première chose. La composition de la hernie. Ah, et ça, effectivement, c'est ce que je vous avais dit au début. Vous vous rappelez, la hernie discale, c'est pas forcément juste du noyau ou de l'anneau. Ok, il peut y avoir du cartilage, il peut y avoir de l'os, il peut y avoir un peu de tout. Et en fait, si le tissu de la hernie, il y a beaucoup de cartilage dedans, et ben ça va être défavorable à l'infiltration des macrophages et à la croissance des vaisseaux sanguins. Et en fait, le fait d'avoir le cartilage qui inhibe l'infiltration des macrophages et la croissance des vaisseaux sanguins, bah ça va inhiber la résorption de la hernie. Pourquoi? Bah parce qu'on a vu juste avant que la croissance des vaisseaux sanguins, c'était un des mécanismes de la résorption des hernies discales. Ok? Et les macrophages, c'est eux qui bouffent la hernie en gros. Donc il faut qu'ils soient là. Et donc, on a des modèles mécanistiques qui expliquent, et en fait là, bah, ça se traduit dans les études, quand on regarde ça, a priori, voilà, ça confirme. Ok. Donc la taille de la hernie et la composition. Plus il y a de cartilage, moins on aura de résorption. C'est comme ça. Les modifications de type modique. Donc les types modiques, en fait, on a 3 types. En fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le type 1, en gros, qui va être notamment un signe inflammatoire. Ok. Donc les modifications modiques, c'est des variations d'intensité du signal dans la région du corps vertébral, adjacente à la plaque terminale, et c'est ce qu'on voit à l'IRM en fait, et qui serait lié à la discopathie dégénérative. La probabilité de résorption spontanée, en fait, elle est plus faible chez les patients qui souffrent d'une hernie discale avec un modique que chez ceux sans modique. Voilà. Donc, pour avoir une bonne résorption, faut pas de modique. Ok ? Chez les patients atteints de modique, le tissu discal hernien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est principalement constitué de plaques terminales cartilagineuses avec peu de nucleus pulposus. Ah.
Le nucleus pulposus, lui, il fait de l'inflammation. Le cartilage, on a vu, pas trop. Enfin, en tout cas, il empêche l'arrivée des macrophages qui boostent l'inflammation, et il empêche l'arrivée des vaisseaux sanguins qui boostent l'inflammation. Donc, normalement, moins d'inflammation avec du cartilage. Ok. Cependant, les plaques terminales cartilagineuses ne provoquent qu'une faible réponse inflammatoire, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc moins d'inflammation, donc moins de résorption, entraînant une faible dégradation et résorption des tissus et inhibant la production de vaisseaux. Ok. Une autre chose, on sait que les protéoglycanes, ils inhibent la croissance des vaisseaux sanguins et des nerfs. Ça, dans la vidéo précédente, je vous l'explique justement. Parce qu'en fait, dans le disque dégénératif, on a une perte de protéoglycanes, et donc ça permet l'augmentation des vaisseaux sanguins et des nerfs. De toute manière, à chaque fois qu'il y a un truc qui change, c'est pour augmenter ce genre de choses. Mais en fait, quand les plaques terminales cartilagineuses qui accompagnent la hernie discale, en fait, elles vont réduire le degré de perte de protéoglycanes dans le tissu discal. Ok. Donc, si on a du cartilage dans la hernie, moins de perte de protéoglycanes, ça va inhiber la croissance des vaisseaux sanguins et des nerfs, notamment, ce qui nous intéresse ici, des vaisseaux sanguins, et donc ça va inhiber la réponse inflammatoire. Ok. Voilà, donc il ne faut pas de modification de type modique. Ensuite, la perforation du ligament longitudinal postérieur. Donc les hernies, qu'on appelle transligamentaires, mais c'est juste pour dire qu'en fait elles sont passées au travers du ligament longitudinal postérieur, en fait, elles sont significativement plus susceptibles de régresser que celles sous-ligamentaires, ok, qui ne perforent pas en fait le ligament longitudinal postérieur. Alors ça on en avait parlé tout à l'heure. Donc là on en avait parlé à ce niveau-là, j'en ai pas parlé avant, ouais, c'était ici. Hop. En fait, quand la hernie, elle est transligamentaire, quand elle passe le ligament longitudinal postérieur, bah en fait, la fréquence et le degré de néovascularisation, il va être plus élevé. Ok. Donc toujours pareil, plus de vascularisation, plus d'inflammation, plus de résorption. Ok. Et ensuite, on a la classification de Komori, et là, donc, on va mettre juste pause 2 minutes. Alors là, j'ai vu ça dans 2 études. Celle-là et celle-là. Les 2 études qui parlent de cette classification de Komori, elles citent 2 études. Les 2 citent les 2 mêmes études, qui sont faites par Komori. Et en fait, j'avais jamais entendu parler de cette classification avant. Et les 2 études, elles datent d'avant 2000. Et donc en fait, je sais pas si c'est une classification qui est encore utilisée à l'heure actuelle, ou si ça a été abandonné parce qu'en fait, on s'en fiche. Alors, a priori, cette classification, il y a un lien avec la résorption, mais franchement, j'ai pas vu d'autres papiers parler de ça. Alors, je suis peut-être passé à côté, hein, ça veut pas dire qu'il y en a pas, bien évidemment, mais si quelqu'un a une information sur cette classification, pour, pour compléter un petit peu ce que je vais dire là, bah, ça serait intéressant de la donner, vous la mettez en commentaire, vous l'envoyez sur Insta, peu importe. Donc la classification de Komori, donc c'est un critère de migration, en fait, au niveau de la hernie, suggéré par Komori. Où en fait on a, c'est la quantité de disques migrants, en fait elle va être catégorisée par rapport à la hauteur postérieure des vertèbres adjacentes. Ok. C'est hyper simple en fait, hein. Là vous avez un dessin, donc là vous avez la vertèbre adjacente, on la divise en 3. Alors, si on est, si le fragment, en gros, il fait moins d'un tiers de la hauteur postérieure des vertèbres immédiatement supérieures ou inférieures, parce que du coup, ça peut aussi migrer, a priori, vers le haut, mais en général, c'est surtout vers le bas. Enfin, j'ai vu que des dessins vers le bas, en fait. Et c'est souvent des choses comme ça qu'on voit, avec le tissu qui va vers le bas. Mais en gros, si on est à moins de un tiers de la hauteur postérieure des vertèbres, on est sur un grade 2. Si on est entre un tiers et 2 tiers, on est sur un grade 3, et si on est à plus de 2 tiers, on est sur un grade 4, sachant que le grade 1, c'est pas de hernie. Voilà. Donc plus le grade il est élevé, en fait, plus la hernie a de chances de se résorber. Donc après, je vous l'ai mis aussi parce que ça complète assez bien ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a plus de tissus qui sortent, donc peut-être plus d'inflammation. Voilà. Donc, ok. Donc la recette pour avoir une bonne résorption, c'est une hernie qui est grosse, avec beaucoup de noyaux, et pas de cartilage, beaucoup de noyaux. Le noyau très inflammatoire, hein. De toute façon, on sait dès qu'on met des morceaux de noyaux
quand ils font donc c'est des animaux, c'est plutôt pour déclencher de l'inflammation, ils prennent des bouts de noyaux et de disques et ils les mettent près des nerfs ou des choses comme ça, là l'inflammation elle augmente. Donc grosse hernie, avec plein de nucleus pulposus et le moins de cartilage possible. Pas de modique, faut pas de modique. Une hernie qui est transligamentaire, donc qui a bien traversé le ligament longitudinal postérieur, et qui a un grade de Komori 4. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il faut, normalement, pour avoir une bonne résorption, la recette parfaite de la résorption de la hernie discale. Ok? Et on est arrivé au bout de cette vidéo. On finit avec le même de la fin. Voilà, ça c'est le dos de Wolverine tout blessé, pour vous dire en fait que votre corps il est capable de se régénérer. Alors, est-ce que c'est se régénérer? Je sais pas, parce que quand on pense se régénérer, on se dit, par exemple Wolverine, peu importe, hein, mais vous faites une blessure, se régénérer, ça va revenir comme avant, finalement. Le disque, lui, il reviendra pas comme avant, mais il va se modifier et s'adapter, ok. Alors, il sera pas comme avant, donc il sera pas régénéré, mais il s'adapte, ok. Et donc du coup, l'inflammation dans les disques, tout va bien, c'est normal, il en faut pour que ça se résorbe. C'est juste qu'à un moment donné, ça peut effectivement déclencher de la douleur. L'inflammation, ça peut activer, ça peut être détecté comme un stimulus nocif chimique par les nocicepteurs, activer la nociception, et du coup, ça peut générer de la douleur. Ok? Donc voilà, mais il en faut, et il faut une grosse inflammation a priori pour que ça se résorbe, ok? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine, salut!